croisette diplomatique à la primature, le Premier ministre Joseph Dimnanga Dadnadi a reçu successivement l'ambassadeur du Qatar au Tchad et le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad. Les chefs traditionnels étaient également reçus. Le ministre de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance a restitué le rapport de la mission de contrôle effectuée au ministère de l'Action sociale les années 2011, 2012 et 2013 qui sont pris en compte. Et puis, plusieurs militants de différents partis politiques des départements de Mont-Ili et des Liens ont regagné le mouvement patriotique du salut. Belga, l'armée, la guerre nous situera dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Un journal que nous ouvrons par la lecture de ce communiqué officiel. En application de l'article 1 du décret numéro 413/PR/MFPTM/97 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du vendredi 1er novembre 2013, fête de Toussaint, est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Abdoulaye Abakar. Je le disais hier, le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné Amdjaras après avoir pris part au forum de haut niveau sur le pastoralisme en Mauritanie. Peu avant de quitter Nouakchott, le chef de l'État a accordé une audience au directeur général de la FAO, José Grazio da Silva. Compte rendu, Ibrahim Adam Mohamed. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, José Graciano da Silva, a tenu à rencontrer le président de la République Idriss Déby Itno à Nouakchott pour évoquer avec lui les conclusions du forum de haut niveau sur le pastoralisme dont les travaux se sont achevés mardi dans la capitale mauritanienne. La déclaration dite de Nouakchott appelle à un engagement ambitieux de tous les partenaires en faveur du pastoralisme et à inclure des réformes politiques, des investissements stratégiques et des actions visant à renforcer les capacités des institutions et des acteurs dans le pays du SILS. Le président de la République et le directeur général de la FAO ont longuement échangé sur la pertinence des résolutions du forum que le Tchad épouse parfaitement. Outre cela, les deux personnalités ont fait également le kaléidoscope des relations de coopération multilatérale entre l'institution onusienne et le Tchad. José Graciano a salué l'engagement politique prononcé des autorités tchadiennes en faveur de la sécurité alimentaire et du développement des activités pastorales. Le directeur général de la FAO assure du soutien de son institution au Tchad dans plusieurs domaines, notamment dans celui de l'agriculture et de l'éducation, en créant et appuyant des écoles pastorales. Il a félicité le président de la République Idriss Déby Itno pour les efforts fournis par le Tchad qui a réussi à diminuer de 50% le pourcentage de malnutris dans le pays. Le patron de la FAO a annoncé qu'il effectuera une visite de travail en Djamena l'année prochaine pour ainsi ouvrir d'autres champs de coopération avec notre pays. Lors de son séjour à Nouakchott, le président de la République a été interrogé par nos confrères de France 24 sur l'avenir des pays du Sahel face aux défis sécuritaires. Pour le chef d'État, le vrai combat contre l'insécurité dans l'espace Sahel doit passer nécessairement par le développement. Nous l'écoutons. Cet espace, s'il n'est pas maîtrisé très rapidement par un développement harmonieux, qui crée la richesse, qui réduit les amplitudes de transhumance, qui transforme cet élevage extensif en un élevage productif avec de la valeur ajoutée, qui change en un mot la vie des pasteurs. Nous continuerons à utiliser les armes, mais nous n'arriverons pas à sécuriser cette Sahel. Donc il est important que les partenaires de développement qui veulent nous accompagner et qui veulent, je pense que cela est dans l'intérêt de tout le monde, que cet espace soit sécurisé totalement. Il faut d'abord le développement. Les armes ne résoudront aucun problème. Au contraire, les armes ajouteront des problèmes. Donc, c'est par le développement qu'il faut combattre. Il faut combattre la pauvreté. Et qu'il faut aussi combattre
comme vous le savez, hein, dans la misère, on peut se donner évidemment à toutes sortes de demandes, en fait, disons, ou à toutes sortes de cultures. Donc pour couper court, pour que les jeunes ne se donnent pas, ou pour que les populations de cet espace ne se donnent pas à des activités subversives ou à des activités qui ne les développent pas du tout, il faut les accompagner par le développement, dans son aspect global, en fait. Y compris, évidemment, éviter qu'aujourd'hui des pays d'élevage comme par exemple la Mauritanie ou le Mali ou le Niger ou le Tchad, qui englobe des millions et des millions de têtes de bétail, les pasteurs nomades ou nos pays, dans nos économies, en termes de PIB, ça apporte certes. Mais la transformation de ces produits ne se fait pas chez nous. Dans la zone de l'élevage, la transformation se fait en Europe et la valeur ajoutée reste en Europe et ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut couper et créer les conditions nécessaires pour que la transformation de la viande ou d'autres se fasse localement dans nos pays pour permettre que ces pays importent la bétail, les pays nécessités en viande rouge et aussi produits finis. À la primature, le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a reçu successivement ce matin en audience l'ambassadeur du Qatar au Tchad, Ahmad bin Abdelhadi, et Adama Coulibaly, le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad. Ce sont des visites de courtoisie, mais qui ont permis aux hôtes du chef de gouvernement de passer au crible leurs missions respectives au Tchad. Assira Nambatingar. Chassé croisée diplomatique, une journée particulièrement chargée pour le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Djimranga Dadnadi. C'est l'ambassadeur de Qatar au Tchad, Ahmad bin Abdelhadi Al-Adjiri, qui a ouvert le bal. Après sa prise de fonction comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Qatar au Tchad, Al-Adjiri a bien voulu rendre la politesse au chef du gouvernement par cette visite. Au-delà des souhaits mutuels de succès dans les hautes fonctions qu'elles assument, les deux personnalités ont passé au crible les relations séculaires de coopération qui existent entre leurs deux pays. Ce sont des relations de coopération agissantes que Al-Adjiri et Dadnadi entendent œuvrer pour son raffermissement. Après le diplomate qatari, c'est Adama Coulibaly, le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, qui a franchi le perron de la primature. Les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, sont des partenaires privilégiés sans lesquels le gouvernement tchadien ne saurait réaliser son ambitieux projet de développement. Les relations entre la Banque mondiale et le Tchad sont au beau fixe et Adama Coulibaly, qui a officiellement pris fonction en septembre dernier, est venu réitérer de vive voix au chef du gouvernement. Au niveau de la Banque mondiale, nous pensons que nous avons de bons rapports avec le Tchad et nous comptons continuer dans ce sens et à soutenir les activités du gouvernement de façon à l'appuyer dans les efforts qui sont entrepris vers le développement. Cette convergence de vues entre la Banque mondiale et le Tchad augure de bonnes perspectives pour de nombreux projets en cours d'exécution et surtout l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT, pays pauvre très endetté pour le Tchad qui aspire à son émergence d'ici à l'horizon 2025. Après ce ballet diplomatique, le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a reçu les membres du bureau de l'association des chefs traditionnels du Tchad, conduit par son président Tamita Djidingar. La question de la tenue prochaine du conseil d'administration de la dite association a été au menu de l'entretien. Ramad Daye Hassan. Les dépositaires des pouvoirs traditionnels sont allés exprimer sans intermédiaire leurs préoccupations au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djimranga Dadnadi. Les préoccupations sont relatives aux préparatifs intenses de la tenue prochaine de leur conseil d'administration, prélude à l'organisation de leur assemblée générale. Les gardiens de nos traditions ont au cours de cette audience relevé pour s'en féliciter de la bonne relation qui existe entre eux et l'administration publique. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djimranga Dadnadi, qui a été très réceptif et attentif aux doléances des chefs traditionnels réunis sous la bannière de l'association des chefs traditionnels du Tchad, leur a donné des orientations leur permettant de mieux organiser leur communauté et ce qu'ils doivent faire pour que celle-ci vive toujours en symbiose et sans heurts. Cette rencontre a offert l'opportunité aux chefs traditionnels du Tchad de solliciter l'appui financier et matériel du gouvernement pour la tenue de leurs assises. Des promesses fermes leur ont été faites pour une assistance
Ils ont profité de cette occasion pour réclamer certains avantages prévus par la loi 13, comme l'a souligné au sortir de l'audience le coordonnateur de l'association des chefs traditionnels du Tchad, Ali Mamad Mahmoudi. Nous lui avons présenté un certain nombre de préoccupations. L'application du texte qui précise les attributions des autorités traditionnelles et coutumières. Il s'agit ici de la loi 13. Nous avons parlé un peu du fonctionnement, des difficultés de fonctionnement de l'association qui se résume en ce qui concerne le volet financier, mais aussi le volet matériel. Il faut préciser que les chefs traditionnels sont des collaborateurs directs de l'administration publique. Ils jouent un rôle important dans l'organisation des communautés en prônant la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique. Le réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone est au deuxième jour des travaux de sa session statutaire. Pour avoir plus d'idées sur l'évolution des travaux, notre reporter Adef Ahmad Benrama s'est entretenu avec le rapporteur général de cette cinquième session, Ahmad Makaila, par ailleurs directeur général adjoint de l'ONRTV. Nous l'écoutons. C'est la journée la plus décisive, en ce sens que nous avons eu à traiter 4 thèmes au total en matinée. Nous en aurons 4 pour l'après-midi. Il faut dire qu'essentiellement les thèmes ont porté sur les enjeux qui seront le nôtre avec la transition de l'analogique au numérique. En fait, tout l'enjeu est là. Les participants se sont interrogés sur les contenus que nous aurons à proposer à nos téléspectateurs. On a beaucoup parlé des chaînes thématiques parce que vous savez que le numérique permet la diffusion de plusieurs chaînes et en ce sens il va falloir que les télévisions publiques africaine se prépare à cet événement et on n'a pas également occulté la question de la concurrence. Il faut se dire que de plus en plus il y a des velléités de création de télévisions privées et donc les télévisions publiques ont tout intérêt à travailler pour garder leur place de leader. Nous sommes tenus de faire des efforts si nous voudrions bien être concurrentiels sur le terrain de façon à ce qu'on puisse garder les téléspectateurs, les fidéliser en leur offrant un programme de qualité. Les pionniers et avec ceux qui font aujourd'hui les images de notre continent. Et quand vous avez pour chapeauter tout ceci un monsieur comme monsieur Hervé Bourges, qui est l'ancêtre, j'allais dire, du journalisme africain. On ne peut pas rêver d'un panel mieux que celui-ci. Ça dénote d'ailleurs de la qualité de nos travaux. Nos conclusions éventuellement en témoigneront. Mais je pense qu'au niveau de l'Office national de radio et télévision et du ministère de la Communication, nous sommes à l'étape actuelle des choses tout à fait satisfaits et pensons que nos objectifs seront bien évidemment tenus à la fin donc de ces travaux. Grand Gacham Irima, notre reporter, nous parle, lui, des défis à relever par les télévisions africaines face aux autres chaînes mondiales. Regardez. Après 50 ans d'existence, pour les plus anciennes, les télévisions nationales africaines font leur bonhomme de chemin. Située au cœur de l'Afrique, la télévision tchadienne émet depuis les années 87 comme un instrument de parole unique pour le parti unique. Chemin faisant, le câble s'est aujourd'hui ouvert aux images du monde. Les téléspectateurs ont accès aux chaînes privées africaines, mais surtout occidentales, ce qui instaure sans cesse une bataille de survie pour les chaînes africaines. C'est vrai que beaucoup d'Africains, dès qu'ils sont sur une chaîne africaine, ils pensent que le programme n'est pas bon. Et ils zappent, ils vont sur les chaînes européennes, peut-être à cause de la colonisation. Mais je pense qu'il faut décoloniser l'esprit également. Voilà, en ce qui concerne la télévision, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. La solution passe par le renforcement de programmes entre les pays africains et essayer de mettre
en exergue la coopération, la coproduction entre les télévisions africaines. Ça permettra aux Tchadiens de regarder ce qui se passe à l'autre bout de l'Afrique, en Afrique du Sud, et de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que les pays africains devront aussi montrer plus ce qui est culturel, ce qui est vraiment de l'information. Et une révolution de l'information, ça veut dire quoi? Il faut travailler la gouvernance de l'information. La gouvernance de l'information est qu'il faut raconter ce qui se passe réellement sur le continent africain et ne pas montrer toujours les clichés des guerres, des famines. C'est ce que les gens montrent. Et quand les Africains regardent ça sur les chaînes européennes, ils se disent « Ah tiens, chez nous, ça ne va pas, c'est qu'on nous cache la vérité ». Mais le devoir d'un journaliste, je pense que c'est d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passe et de raconter ce qui se passe réellement sur le terrain. L'Afrique présente un public télévisuel différent de celui de l'Europe. Le public citadin lettré est tourné vers l'Occident avec des jeunes très absorbants de la mondialisation. Voilà, la plupart d'entre nous sortons des mêmes écoles, des mêmes universités que ces blancs-là. Ils ne sont pas plus meilleurs que nous, peut-être qu'ils bénéficient quelque part de meilleures conditions de travail et de vie, mais ce n'est pas impossible. Il faut que les gouvernants africains également se mettent en place et dire qu'aujourd'hui, l'information peut contribuer au développement du pays quand elle est fiable, quand elle est dite et travailler dans de meilleures conditions. À l'ère de la mondialisation, les télévisions africaines publiques sont en pleine mutation avec l'évolution technologique. L'importance de la technologie nouvelle, c'est surtout pour atteindre le plus grand nombre de publics. Même au fin fond du village, on va atteindre avec les nouvelles technologies les paysans dans le cadre de l'éducation, de la sensibilisation, dans le domaine de la santé, l'éducation, tout. Avant, on utilisait l'analogique, surtout au niveau du Tchad, on utilisait juste les émetteurs locaux. Un temps, on appelait Télé N'Djamena. Maintenant, la Télé N'Djamena est devenue Télé Tchad. C'est grâce à de nouvelles technologies. Maintenant, on touche le plus grand nombre de publics avec le satellite. Maintenant, quand le tout numérique va arriver, d'ailleurs on a déjà commencé à amorcer le départ vers le tout numérique. Trois grandes attentes se dégagent des besoins des téléspectateurs africains. Les fictions africaines où les téléspectateurs pourraient se reconnaître, les championnats nationaux sportifs qui sont mal suivis par les chaînes publiques, alors que les rencontres internationales diffusées par les chaînes étrangères sont prisées par les téléspectateurs africains. Quant au traitement de l'information, il ne relève pas d'une société de consommation. Comme le disait le président Senghor, le XXIe siècle est l'avènement d'une civilisation de l'universel. Et la télévision africaine publique doit revoir sa politique et sa stratégie de programme afin de l'adapter aux nouvelles donnes, celles de la société de l'information et de la grande consommation pour bâtir une télévision africaine publique efficace et efficiente qui prône mieux la civilisation africaine. Le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, a échangé cet après-midi avec les membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Des mécanismes de lutte contre la corruption seront mis en place bientôt. Suleiman Diabo. Le réseau des parlementaires africains entend durcir les méthodes de lutte contre la corruption. En conclave en N'Djamena, les membres du bureau de ces réseaux ont saisi l'opportunité pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Au centre de l'entretien, la corruption en Afrique. Tous ont plaidé en faveur des mécanismes plus contraignants qui puissent amener les corrupteurs à répondre devant les juridictions compétentes. Pour le président du réseau, Keïs Mensa Bonsu aussi, c'est les pauvres qui sont souvent victimes. La corruption en tant que telle gangrène tous les systèmes que nous avons en place. Et ça n'atteint que les plus faibles de plus en plus. Il n'y a que les prêts que nous contractons auprès des bailleurs à l'international. Ces prêts viennent en réalité pour alléger les conditions de vie de nos populations. Mais malheureusement, ces prêts n'atteignent même pas ces populations. Conscient des dégâts qu'occasionne la corruption en Afrique, le réseau entend créer des mécanismes astreignants pour juguler le phénomène du continent. La conseillère à l'action sociale, à la solidarité nationale et à la famille à la présidence de la République, Mme Dila Lucienne, a remis au nom de la première dame du Tchad des denrées alimentaires aux couches vulnérables de la ville de Moundou dans la région du Logone occidental. C'était la semaine dernière. Adoumbaye Hortense.
La première dame, Inda Déby Itno, reste attentive aux besoins des couches les plus vulnérables. Ici, à Moundou, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les orphelins, les veuves et personnes handicapées sont comblés de la bienveillance de la première dame. Ce sont des sacs de vivres et d'autres produits alimentaires de première nécessité qui leur sont distribués par la conseillère Dila Lucienne au nom de la première dame. C'est un plaisir pour moi d'être ici devant vous et de vous remettre au nom de la première dame ce don symbolique et plein de signification. Elle aimerait vraiment être ici, partager vos peines avec vous, mais le temps ne lui a pas permis. Le secrétaire général du Logone occidental, Djerambete Dingamio, salue la compassion de la première dame et invite d'autres bonnes volontés à suivre cet exemple. Après les réfugiés centrafricains du camp de Dossé dans le Logone oriental, le ministre de l'Action sociale, Mme Baywang Dibergi Aman Rosine, s'est rendue dans le Mandoul, la Tandilé et dans le Mayokebi Est pour assister au nom du gouvernement les victimes des inondations. Kadnouba Théophile. Soulager un temps, soit peu, les peines et les douleurs des compatriotes ayant subi les conséquences néfastes des pluies diluviennes et les tornades qui se sont abattues sur certaines régions du pays. Tel est le mobile du déplacement du ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille, Mme Baywang Dibergi Aman Rosine, accompagnée du conseiller technique à la primature chargé de la santé et à l'action sociale, Rangar Ndjenadjim, et du directeur à l'action sociale, Tchinduksu Tera, dans la zone méridionale. À Pont-Carole, dans le Moyekebi Est, tout comme à Kelo, dans la Tandjil et à Koumra, dans le Mandoul, la ministre de l'Action sociale a fait le même geste. Elle a remis à chaque délégation régionale 500 sacs de 100 kg de céréales, 300 bidons d'huile de 20 litres, 300 cartons de savon, 200 cartons d'eau de javel, 1000 moustiquaires, 1000 nattes, 1000 couvertures et 700 bâches. Selon le chef du département de l'action sociale, le geste est certes modeste si l'on s'en tient au nombre de populations et aux dégâts causés dans les différents ménages. Cependant, il traduit la compréhension, la solidarité des plus hautes autorités vis-à-vis de leurs concitoyens. Notre venue ici ne consiste pas à vous dédommager ou à réparer tous les dégâts que vous avez subis. Il s'agit simplement de venir ici vous témoigner de la solidarité du gouvernement qui reste attentif aux cris de sa population. Les plus hautes autorités sont très sensibles et personne ne doit se sentir abandonné ou oublié. Ce geste, combien louable, est plein de sens, comme en témoignent les autorités locales. Outre ce don composé de vivres et équipements, la délégation conduite par la ministre Mme Baywang Dibergi Aman Rosine a fait un geste particulier à l'endroit des familles endeuillées suite à ces catastrophes naturelles. Le ministère de l'Assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance a procédé ce matin à la restitution du rapport de la mission de contrôle effectuée au ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille. 3 années d'exercice budgétaire sont prises en compte. Marale Josephine. Il ressort de ces rapports de contrôle que le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille éprouve des difficultés relatives à la gestion des ressources humaines et financières. Le profil de certains agents ne répond pas à l'exigence réelle du département. Par rapport à la gestion des ressources financières, le rapport souligne également des malversations non justifiées. Donc, le contrôle s'est porté sur 6 milliards. Sur les 6 milliards contrôlés, la mission a relevé des malversations de l'ordre de 137 204 735. Elle a pu également recouvrer 166 377 856. Recouvrement par la mission 166 377 856 francs. La mission a constaté donc une très mauvaise tenue des pièces comptables, d'inexistence d'une archive fiable, la présence des dépenses sans aucune pièce. Quelques agents du ministère des Finances et du Budget et ceux du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille sont directement indexés. Nous avons également porté plainte auprès du procureur de la République pour le tribunal de grande instance en N'Djamena contre M. John Maïla Alifa, contre M. Chakadina, comptable de la direction de sol,
M. Oumar Mahmoud, directeur général de l'établissement Roche, M. Adnou Blagué Laurent, directeur de l'enfance, M. Sounussi Ahmad, chef de service des finances du ministère de l'Action sociale, M. Abdelhamid Assidik, directeur adjoint de la planification au ministère de l'Action sociale. La ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la famille reconnaît la pertinence des travaux effectués par la mission de contrôle. C'est un avertissement, mais c'est aussi une lourde responsabilité parce que c'est un ministère à problème comme tout le monde le reconnaît. Le côté financier est une chose, mais quand on regarde l'autre côté qui concerne rien que le fonctionnement du ministère comme tel, c'est un problème. Donc nous avons besoin du concours de tous ceux qui ont la volonté d'aider notre pays à aller vraiment de l'avant. La secrétaire d'État aux finances et au budget, Amina Mahamat, s'est dit indignée et s'engage à traduire dans les faits les recommandations formulées à l'endroit de son ministère. De la politique dans ce journal, en marge de la formation sur les grandes décisions du 5e congrès du MPS, la délégation du secrétaire national à la décentralisation et aux libertés locales a assisté à des cérémonies de ralliement des militants de l'UNDR, RNDT Le Réveil, Assiri et URD des départements de Mont-Ili et du Lémier. Ce sont plus de 700 ex-militants de ces différents partis qui ont rejoint le mouvement patriotique du Salut. Belgar, l'armée, la guerre. Après la ville de Bangor et Gounougaya, les membres de la délégation du MPS en tournée d'information et de sensibilisation sur les grandes orientations du 5e congrès ont mis le cap sur Fianga, chef-lieu du département de Mont-Ili, où ils ont été accueillis en grande pompe. Outre la session de formation, le secrétaire général du MPS de la région du Maïkébé-Est, Jessiri Wangting, a présidé la cérémonie de ralliement. Plus de 580 militants issus des partis RNDT Le Réveil, l'UNDR et ASRI ont choisi librement de rejoindre le MPS. Aujourd'hui, nous avons décidé de rejoindre la grande famille qui est MPS, sur le parti rassembleur, le parti qui a toujours privilégié le dialogue, et ce parti rassembleur a toujours ramené la paix dans ce pays. Nous sommes revenus à la grande famille. Les militants de l'UNDR et du RNDT Le Réveil de la sous-préfecture de Wolom-Gamé ont également déposé leur ancienne carte pour porter leur adhésion au MPS. À Guelendeng, chef-lieu du département de Mayo-Lémier, les militants de l'UNDR et ceux de l'URD de la localité de Kalemberi ont également emboîté le pas. Ces gestes des anciens militants des différents partis politiques sont vivement salués par les différents membres de la délégation du MPS. Tous ceux qui vous ont trompé, je les appelle des partisans de moins d'efforts. C'est des marchands d'illusions qui cherchent leur propre intérêt. Quand ils tentent et ils ne peuvent pas, ils viennent créer des situations autour de vous pour être préfet, pour être député, pour être sous-préfet. Idriss Déby est le seul qui peut nous construire des écoles, il peut nous construire des hôpitaux, il peut nous donner des forages de puits. C'est ça le développement. Donc, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. Je vous souhaite la bienvenue dans la grande famille. Profitant de ces différentes circonstances, la délégation du mouvement patriotique du Salut a offert des prix aux meilleurs bacheliers de l'année 2013. Cette initiative qui vise à encourager les élèves au travail et surtout à l'excellence est bien appréciée par les bénéficiaires. Commercial Banque est au Tchad depuis plus de 10 ans. Ses activités sont multiples et offrent plusieurs services aux clients. La présentation de cette banque avec Estelle Abdelkader. En 50 ans de vie, la Banque de développement public rebaptisée CBT s'impose dans le secteur économique et bancaire du Tchad.
Cette structure met à profit son expertise pour satisfaire quotidiennement sa clientèle. Si nos clients viennent et restent chez nous, c'est parce que nous avons la prétention d'avoir une bonne qualité de service. Ceci étant, service clé, on assure toutes les fonctions d'une banque, mais nous avons une qualité de service qui fait que les gens viennent à nous et lorsqu'ils sont avec nous, ils y restent. La CBT a une mission bien définie. La banque a retrouvé une assise, c'est d'être susceptible de multiplier les guichets de façon à augmenter notre présence et en province et dans la ville de N'Djamena. Aujourd'hui, cette banque de proximité accorde une place de choix à divers crédits. Des crédits. De même, la banque qui faisait 32 milliards de crédits en fait aujourd'hui environ 115. Ce qui met bien en évidence qu'elle remplit totalement son rôle à l'égard du public en assurant le financement des entreprises d'une façon générale. Privatisée en 2010, la banque emploie environ 140 agents. En misant sur les ressources humaines, la CBT entend davantage occuper les premières places dans le domaine. Sur les 8 banques de la place, en 2010, la banque était la 5e banque de la place. Aujourd'hui, elle est la 2e banque de la place. On mesure l'importance d'une banque au niveau de ses dépôts de clientèle. Les dépôts de clientèle, en 3 ans, ont été pratiquement multipliés par 4, puisque fin 2010, la banque avait environ 30 milliards de francs CFA de dépôts. Elle en est aujourd'hui à environ 120 milliards. Ces 3 dernières années, la banque a connu un redressement impressionnant, grâce aussi à un partenariat de l'État tchadien. Aujourd'hui, dans le cadre de ce plan de redressement, l'État détient 62% du capital. Des organismes tels que la CNPS détiennent également une fraction du capital, ce qui fait que le capital de la banque est détenu à environ 75% par l'État et ses démembrements. Dans le cadre du plan de redressement, il est prévu une reprivatisation de la banque avec l'entrée d'un actionnaire majoritaire qui devrait prendre 51% du capital. Fidèle à sa logique, la CBT entend consolider ses acquis au grand bonheur de ses clients. CBT compte ouvrir des guichets respectivement à Abéché d'ici la fin de l'année 2013 et à Sarr en 2014. Voilà, ce public reportage signé Estelle Abdelkader met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité.